Bonjour à tous et bienvenue à ce 10e webinaire organisé par LexisNexis Maroc, un juriste, partenaire exclusif de LexisNexis au Maroc et le Cercle marocain des directions juridiques. Je suis Salma Akdad, éditrice chez LexisNexis. Les entreprises sont aujourd'hui gravement perturbées en raison de l'immense pression de la crise pandémique liée au Covid-19. Les effets de cette crise économique se font déjà ressentir, notamment pour les entreprises, qu'elles soient petites ou moyennes, qui ont arrêté leurs activités ou font face actuellement à des difficultés en matière de financement, de gestion ou encore de contrôle de leurs industries, ce qui s'est répercuté sur leur fonctionnement. Les chefs d'entreprise à reporter leurs échéances, à cumuler leurs charges ou encore à licencier des salariés. Ainsi, dans un souci de réorganisation et afin de permettre la continuité de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif, la protection du cœur de ce tissu économique, à savoir les entreprises, s'avère aujourd'hui nécessaire en cette période de crise. Et ce, en prévoyant des mécanismes de protection anticipés afin de remédier aux difficultés rencontrées et bien préserver l'état de santé de l'économie. Afin de mieux cerner les contours du sujet, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Maître Myriam Berrada, avocate au barreau de Casablanca, fondatrice et associée du cabinet Berrada Law Firm, qui va nous présenter les différents mécanismes qui permettent de mettre l'entreprise dans une bulle de protection et anticiper toute situation pouvant compromettre la continuité de l'activité des entreprises en difficulté. Merci. Bonjour à tous. Merci pour la présentation et l'introduction. Effectivement, la crise sanitaire résultant de la propagation du Covid a provoqué une crise économique sans précédent. Il apparaît impératif, tant pour les entreprises que pour les dirigeants, d'avoir connaissance de leurs droits et des possibilités d'action afin d'en minimiser l'impact et afin de rétablir l'équilibre social, économique et financier de leur structure. De ce fait, les dirigeants, leurs avocats, leurs commissaires aux comptes, leurs experts comptables s'interrogent de bon droit sur les dispositifs juridiques qui s'offrent à eux pour sauver leurs entreprises. Le droit des entreprises en difficulté est en effet fortement corrélé à la conjoncture économique actuelle. D'ailleurs, nous nous attendons, dès la réouverture des tribunaux, à voir de nombreuses entreprises marocaines recourir aux procédures de traitement des difficultés. Préalablement, les dirigeants devront établir une analyse pertinente de la situation financière de leur structure afin de penser avec leurs conseils à des mesures juridiques appropriées. Ainsi, un diagnostic financier sera nécessaire à ce stade pour avoir une image fidèle de la situation économique de l'entreprise. Par conséquent, en tant que professionnels du droit, nous serons amenés à conseiller nos clients sur les décisions adéquates à prendre au regard du diagnostic établi et les accompagner dans la mise en place des modalités de sortie de crise. Pour ce faire, il faudra distinguer les mesures énoncées par la loi en fonction de la nature des difficultés subies. On verra par la suite qu'on a plusieurs types de procédures qui peuvent être mises en place de façon préventive en fonction de la nature des difficultés que rencontre l'entreprise. Donc, les procédures varient selon qu'il s'agit de difficultés juridiques, économiques, financières, soit avérées, soit prévisibles, ou soit des difficultés insurmontables, sans bien sûr toutefois que l'entreprise soit en état de cessation des paiements. Pourquoi elle ne doit pas être en état de cessation de paiement? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons des procédures préventives et non pas des procédures collectives. Il me semblait judicieux de faire un rappel par rapport à… Alors, je vais passer le slide. Il me semblait judicieux de faire un rappel par rapport à la prévention interne, procédure d'alerte, commissaire aux comptes, experts comptables connaissent bien. La procédure d'alerte, donc on est dans un cas de prévention interne, nous ne parlons pas encore de la prévention externe qui nécessite l'intervention du président du tribunal. Nous parlons de prévention interne, donc la procédure d'alerte peut être déjà déclenchée en interne, si je puis dire, si le chef d'entreprise ne procède pas de son propre chef au redressement des faits de nature à compromettre l'exploitation. À ce moment-là, le commissaire aux comptes ou tout associé informe le chef d'entreprise des faits ou des difficultés de nature à compromettre la continuité de son exploitation dans un délai de 8 jours par lettre recommandée avec accusé de réception. Donc, par ce document, il l'invite à redresser la situation et l'informe de ces faits qui posent des difficultés. Faute d'exécution par le chef d'entreprise dans un délai de 15 jours de la réception, ou s'il n'arrive pas après délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance selon la structure, un résultat positif,
il est tenu à ce moment-là, dans un délai de 15 jours, de faire délibérer, de provoquer une assemblée générale qui va délibérer sur la question, avec bien sûr un rapport du commissaire aux comptes s'il en existe. Encore une fois, il y a encore un autre délai de 15 jours qui s'applique, parce que faute d'une délibération de l'Assemblée générale à ce sujet, ou s'il a été constaté que malgré les décisions prises par cette Assemblée, la continuité de l'exploitation demeure compromise, à ce moment-là, le président du tribunal en est informé par le commissaire aux comptes, par le chef d'entreprise ou par un associé. Et on bascule vers la procédure de prévention interne qui nécessite l'intervention du président du tribunal. À ce moment-là, nous sommes dans des cas de prévention externe. La prévention externe, elle distingue deux procédures. Elle définit les modalités pour être mise en œuvre et elle distingue deux procédures qui sont le mandat ad hoc et la conciliation. Donc aujourd'hui, nous allons traiter ensemble trois sujets principaux qui sont le mandat ad hoc, la conciliation, deuxièmement, et en troisièmement, la procédure de sauvegarde. Alors, pour commencer, par la procédure du mandat ad hoc, le slide, c'est bon. Pour commencer par la procédure du mandat ad hoc, la procédure, effectivement, est ouverte donc devant le président du tribunal sur demande du chef d'entreprise. Alors, les conditions énumérées par la loi sont assez claires pour le mandat ad hoc et pour la conciliation. Les conditions sont les suivantes: ne pas être en état de cessation de paiement, avoir des difficultés juridiques, économiques, financières ou sociales, ou avoir des besoins ne pouvant pas être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise. Alors ici, on voit que les termes de la loi sont suffisamment larges pour que puissent être englobés tous les signes avant-coureurs de difficultés à venir ou déjà présentes. Il pourra s'agir non seulement de difficultés graves ou manifestes, mais aussi seulement d'indices qui manifestent que la continuité de l'exploitation pourrait être compromise. On remarque aussi que c'est aussi les critères de déclenchement de la procédure d'alerte en interne. On pourrait citer à titre d'exemple pour des difficultés juridiques la résiliation d'un contrat principal à l'activité, donc qui met la société dans une situation délicate financièrement. À titre d'exemple, pour définir les difficultés économiques, ce sont bien entendu toutes les difficultés liées à la conjoncture actuelle au regard de la crise du Covid et du contexte économique qu'elle engendre. Plus particulièrement, il pourrait s'agir par exemple de problèmes liés au délai de livraison, aux soucis liés au délai de paiement. La notion de difficulté financière, quant à elle, est beaucoup plus large. À ce moment-là, et pour définir la difficulté financière, il suffira de démontrer que la difficulté est susceptible d'entraîner la cessation des paiements si aucune solution n'est trouvée. Le plus souvent, le débiteur cherchera de toutes les façons, par cette procédure ad hoc ou par la conciliation, à rééchelonner les dettes, cherchera à négocier par la voie du mandataire et du conciliateur la remise des dettes pour adapter les obligations qu'il a au titre des prêts contractés et qui ne sont pas suffisantes au regard des capacités de remboursement. À part besoins qui ne peuvent être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise, on entend des possibilités de financement qui sont insuffisantes pour faire face aux besoins. Donc, on voit bien que la procédure de prévention interne peut être mise en place assez facilement. Les conditions de sa mise en place sont assez larges. Les termes utilisés sont assez larges et laissent place à une certaine marge de manœuvre. Alors, je tiens à préciser que les procédures de prévention externe, que ce soit mandat ad hoc ou conciliation, sont secrètes. Donc, en tant que professionnel du droit et en tant que conseiller, c'est un argument qui est intéressant à présenter au chef d'entreprise, qui ne veut pas forcément voir ses affaires exposées au grand public et surtout à ses partenaires commerciaux. Donc, l'intérêt de ces procédures, c'est qu'elles sont souples, qu'elles sont rapides, qu'elles sont confidentielles et surtout qu'elles laissent le chef d'entreprise en fonction.
Alors, on a soit le mandat ad hoc, soit la conciliation. Le président du tribunal, donc, qui est impliqué dans ces procédures de prévention externe, va soit désigner un mandataire spécial, soit désigner un conciliateur. La différence entre les deux, elle est tout de même dans la mission déjà et dans les effets qu'on verra par la suite. Le mandataire spécial est chargé de réduire les oppositions auxquelles fait face l'entreprise, alors que le conciliateur est chargé de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers, selon le cas. Bien entendu, le mandataire spécial n'est pas retenu de rechercher un accord avec les créanciers pour soulager l'entreprise. Nous allons traiter à ce moment-là une question qui s'applique au mandataire spécial. Le mandataire spécial et, comme je le disais, est un tiers objectif. Donc, c'est aussi un argument favorable à présenter au chef d'entreprise. L'objectivité est importante dans ce cas de figure. L'intérêt principal, son intérêt principal est de réduire les oppositions éventuelles pour arriver à un accord transactionnel. Et donc, il est chargé de réduire ces oppositions dans plusieurs domaines en matière de droit du travail, la continuité de l'exploitation. On voit bien que en amont du mandat assez concerne des difficultés qui peuvent être aplanies, donc de ne pas compromettre la continuité de l'entreprise. Le chef d'entreprise donc saisit et demande un rendez-vous auprès du président du tribunal afin de présenter sa demande et de proposer un mandataire spécial. À ce moment-là, bien sûr, le président du tribunal va désigner un mandataire spécial en précisant la nature des difficultés qu'il rencontre. Alors, la spécificité de cette procédure, c'est qu'elle ne comporte pas de délai, contrairement, on le verra, à la conciliation où un délai de 3 mois est fixé. Donc, les missions du mandataire ne sont pas encadrées par un délai légal. Elles ne sont pas non plus contraignantes. L'avantage de cette procédure, c'est qu'elle est confidentielle, comme je le disais, pour la conciliation également d'ailleurs. Elle est peu formelle, elle est souple. C'est une mission d'assistance du chef d'entreprise dans la résolution des difficultés d'entreprise et il n'existe aucune restriction au pouvoir du chef d'entreprise. Encore une fois, ce sont des arguments qu'il serait judicieux de soumettre au chef d'entreprise pour le pousser vers cette possible sortie de crise du Covid. L'intervention peut paraître bénéfique en ce que les mandataires sont des spécialistes économiques et financiers, donc ils jouissent d'une expérience et d'un recul nécessaire par rapport à la situation de l'entreprise et peuvent négocier de ce fait dans les meilleures conditions avec les partenaires de celle-ci. À ce moment-là, nous avons deux cas de figure. Soit la procédure du mandat ad hoc est positive, donc est une réussite et on aboutit à un accord transactionnel. Soit dans ce cas, le mandataire fait une notification du rapport de mission au président du tribunal, puis soit va décider la prorogation de sa mission, soit va décider le changement du mandataire après accord du chef d'entreprise. En ce qui concerne la procédure de la conciliation, donc nous avons vu que pour le mandat ad hoc, c'est le cas où l'entreprise subit des faits de nature à compromettre la continuité de l'entreprise. Ici, on arrive dans la conciliation à un stade un petit peu plus avancé au niveau des difficultés. Donc, on parle de difficultés juridiques, économiques, avérées ou prévisibles. Je l'ai défini en présentant les procédures de prévention externe. La conciliation, c'est une procédure qui est destinée à permettre à l'entreprise de conclure avec l'État, avec l'aide d'un conciliateur nommé par un juge, un accord confidentiel avec ses principaux créanciers sur des mesures qui tendent à éviter la cessation des paiements et surtout à assurer le redressement de l'entreprise. Bien sûr, comme c'est le cas pour le mandat ad hoc, la conciliation ne peut s'appliquer qu'aux entreprises qui ne sont pas en état de cessation de paiement. Donc, il s'agit de la situation où l'entreprise risque de connaître une phase de déséquilibre financier anticipé par les comptes
faisant apparaître des besoins qui ne peuvent être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise. La procédure de conciliation peut également être ouverte aux entreprises qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière. En somme, les objectifs de la conciliation sont assez simples. Il suffit de transformer, l'objectif du conciliateur est de transformer le passif exigible en passif à terme, par l'octroi de délais consentis par les créanciers après négociation. La procédure de la conciliation commence par la saisine du juge sur requête du représentant de l'entreprise, et de lui seul d'ailleurs. Le chef d'entreprise expose par écrit la situation économique, financière et sociale de l'entreprise, les besoins de financement et les moyens d'y faire face. Donc, il s'agit en somme d'informer le juge sur la nature, l'importance des difficultés rencontrées, les mesures de redressement envisagées, les délais de paiement et les remises des dettes nécessaires peuvent être proposés. La requête, donc, c'est plus ou moins un exposé sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise. On expose aussi les besoins de financement et aussi les moyens. On fait une proposition de valeur par rapport aux moyens d'y faire face. Donc, cet exposé est joint à la demande d'ouverture de la procédure de conciliation. Y est joint aussi un rapport sur la situation économique de l'entreprise qui est présenté par le chef d'entreprise. Donc là, on voit que c'est bien le chef d'entreprise qui est à l'initiative de cette procédure préventive. Le juge, à ce moment-là, il faut savoir aussi que la différence avec le mandat ad hoc, c'est que le juge a un pouvoir d'appréciation, un pouvoir aussi de demande d'information, qui n'est pas le cas dans le mandat ad hoc où le juge n'intervient pas du tout, dans la relation entre le débiteur et les créanciers. Ici, le juge a un pouvoir beaucoup plus important, dans le sens où il peut, nonobstant d'ailleurs les dispositions législatives contraires, il peut obtenir des établissements bancaires des informations, des renseignements sur la situation économique de l'entreprise en question. Donc, les banquiers, à ce moment-là, ne pourront pas se retrancher derrière le secret professionnel. Il s'agira aussi de demander communication par le commissaire aux comptes des représentants des salariés, des administrations de l'État et des établissements de crédit et organismes assimilés de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique de l'entreprise. Alors, il faut savoir que, outre ce que je viens de mentionner, le président du tribunal peut aussi charger un expert d'établir un rapport sur la situation économique et sociale de l'entreprise. Le juge décide, après s'être informé, de rejeter ou d'accueillir la demande de conciliation en nommant un conciliateur, qui peut être d'ailleurs aussi, qui peut être précédemment le mandataire ad hoc. Donc, comme je l'ai précisé au départ, la nomination du conciliateur, bien sûr, doit attester que les conditions d'éligibilité sont réunies. Donc, l'entreprise, encore une fois, ne doit pas être en cessation de paiement. Le conciliateur est nommé pour une période de 3 mois, renouvelable une seule fois à sa demande, à la différence du mandat ad hoc où les délais ne sont pas encadrés, il n'y a pas de délai légal pour encadrer la mission du mandataire. Je tiens à préciser également que la demande de conciliation sera rejetée si que le difficulté dans le cas d'une négociation. Donc, si les difficultés sont vraiment insurmontables, on ira plutôt vers une procédure de sauvegarde. Si l'état de cessation de paiement est déclaré, on ira vers une procédure de redressement. Les conditions, donc ici on voit que les conditions sont assez souples. Elles laissent une marge d'appréciation au président du tribunal. Bon, elles sont moins souples que la procédure du mandat ad hoc, c'est certain. Et sa mission peut être encadrée. Donc, les modalités de sa mission sont encadrées par le juge. La mission du conciliateur, donc, c'est principalement de favoriser le fonctionnement de l'entreprise et de rechercher la conclusion d'un accord avec les créanciers.
Le conciliateur, donc c'est un intermédiaire officiel entre l'entreprise et les créanciers. Il est à l'initiative de tout arrangement, de toute solution aux problèmes soulevés par la situation de l'entreprise. Un des intérêts principaux de cette procédure, c'est surtout la suspension provisoire des poursuites. C'est surtout la suspension provisoire des poursuites parce que pour faciliter la conclusion de l'accord, le conciliateur ou le chef d'entreprise peut demander au président du tribunal de prononcer par ordonnance la suspension provisoire des poursuites contre l'entreprise pendant la durée de la mission du conciliateur. Aucune voie de recours n'est possible contre cette décision, contre cette ordonnance de suspension. Donc, les effets de cette ordonnance de suspension sont la suspension et l'interdiction de toute action en justice de la part des créanciers dont la créance a son origine antérieurement à la dite ordonnance, étendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Alors, il faut préciser tout de même que la suspension à l'égard de tous les créanciers pour condamner le débiteur au paiement d'une somme d'argent ou pour provoquer une résolution d'un contrat ne s'applique pas aux salariés. Donc, c'est une suspension qui ne s'applique pas au contrat de travail. Alors, cet accord, il est signé par le créancier, par les créanciers, par le débiteur qui est chef d'entreprise et par le conciliateur. Donc, c'est une convention multilatérale qui est signée, qui est multipartite et multilatérale. S'agissant d'un contrat de droit privé, donc cet acte s'applique par la force obligatoire des contrats, parce qu'il s'agit d'un contrat. Il reste, tant qu'il n'est pas homologué, il reste secret. Je tiens à préciser aussi qu'il n'y a aucune égalité à observer entre les créanciers. Donc, les créanciers peuvent prévoir des rééchelonnements de dettes différents, des aménagements différents. Ils ne sont pas tenus les uns par les autres. Et enfin, cet accord peut être homologué. On peut lui donner force exécutoire par une homologation. Il semblerait que l'homologation soit obligatoire si l'accord est conclu avec l'ensemble des créanciers. Il semblerait que l'homologation semble seulement éventuelle si l'accord est conclu avec les principaux créanciers seulement. Bon, il faut savoir que si l'accord est homologué, il perd son caractère confidentiel parce qu'il sera déposé au greffe et publié. Donc, il sera pas la confidentialité qu'on avait par le simple accord constaté est perdue. Mais on a tout de même la suspension des poursuites individuelles de la part des créanciers signataires. Qu'en est-il des créances qui ne sont pas incluses dans l'accord? Le président du tribunal peut accorder aux débiteurs des délais de paiement sur le fondement du droit général des contrats et plus précisément de l'article 243 alinéa 2. Il s'agira à ce moment-là d'informer les créanciers non inclus dans l'accord et concernés par les nouveaux délais qui leur sont désormais imposables. Alors, pour la conciliation, on a deux cas de figure. Donc, soit l'issue est positive et on aura suspension des poursuites individuelles et suspension des délais impartis et on tend vers une politique de redressement. Soit l'issue de la conciliation est négative. Dans ce cas, il y aura une résolution de l'accord par ordonnance du président. Cette ordonnance n'est pas non plus susceptible de recours et on aura une échéance des délais qui avaient été fixés. Et on ira à ce moment-là vers une procédure de redressement, de liquidation. Maître Berradal, je me permets de vous interrompre. Nous avons une question, notamment en ce qui concerne ces procédures. Donc, est-ce qu'elles peuvent être déclenchées pendant cette situation d'état d'urgence ? Alors malheureusement, elles ne peuvent pas être déclenchées pendant cet état d'urgence parce que pour les procédures ad hoc et pour les procédures de conciliation, elles nécessitent l'intervention du président du tribunal. Mais la réouverture des tribunaux, je l'espère, sera je l'espère très bientôt, pour le 20 mai. Alors, je déplore au passage l'absence de texte législatif comme ça a été le cas en France. En France, une ordonnance en date du 27 mars 2020 a été prise pour adapter les règles relatives aux difficultés des entreprises
Donc, c'est une ordonnance qui a été prise pour temporairement pour s'adapter à la situation de crise sanitaire actuelle. Cette ordonnance en France n'a pas eu d'équivalent au Maroc. Alors en France, ce qui a été décidé, c'est que jusqu'à l'expiration du délai de 3 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire, l'état de cessation de paiement sera apprécié en considération de la situation du débiteur, c'est-à-dire du chef d'entreprise, à la date du 12 mars 2020. Donc, si vous voulez, on a eu une cristallisation de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020, ce qui a été très intelligent parce que il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent ne pas être en état de cessation de paiement à la date du 12 mars 2020 et qui, par le prolongement de la crise sanitaire, vont finalement se retrouver lors de la réouverture des tribunaux en état de cessation de paiement. Donc, il aurait été judicieux de figer, de cristalliser la date d'analyse de la situation du chef d'entreprise à une date en mars ou en avril 2020, plus avantageusement en mars 2020. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions éventuellement? Merci. Alors, par rapport à l'accord qui est normalement déposé au greffe, est-ce qu'il peut être consulté justement par les tiers non signataires? L'accord qui est déposé au greffe, il devient public, il perd sa confidentialité malheureusement. Donc là, on a deux cas de figure. Soit on a un accord sous seing privé, donc un accord qui s'applique aux signataires et qui reste confidentiel, parce que un des avantages de la conciliation quand la procédure n'est pas homologuée, c'est qu'elle reste confidentielle comme le mandat ad hoc. Donc cette procédure reste confidentielle jusqu'à demande d'homologation et donc de publication au bulletin officiel et au registre de commerce. Donc effectivement, après publication, bien sûr, il peut être constaté par tous les créanciers, pour tous les signataires, parce qu'il perd son caractère confidentiel à ce moment-là. D'accord, merci. Nous passons, sauf s'il y a d'autres questions, j'essaie de respecter le temps qui m'est imparti. Alors, nous passons à ce moment-là à la procédure de sauvegarde. Alors, comme nous l'avons vu, la procédure de sauvegarde, c'est le cas où, alors comme vous le voyez, on a plusieurs degrés de difficulté. Pour le mandat, ce sont des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, de l'entreprise. Pour la conciliation, ce sont plutôt des difficultés juridiques, économiques avérées ou prévisibles. Pour la sauvegarde, ce sont plutôt des difficultés insurmontables. Donc, la procédure de sauvegarde, le slide, c'est bon. La procédure de sauvegarde a pour objet de permettre à l'entreprise de surmonter ses difficultés afin de garantir la poursuite de son activité, le maintien de l'emploi et l'appurement du passif. Elle a pour objet principal d'éviter la cessation des paiements. En somme, il s'agit de mettre en place un plan de sauvegarde soumis au tribunal pour approbation. Les conditions de la sauvegarde sont l'absence d'état de cessation des paiements. Donc, je rappelle très rapidement que l'état de cessation de paiement, c'est le cas où l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible par son actif disponible. Je déplore au passage l'incertitude des tribunaux de la jurisprudence marocaine par rapport à cette définition. C'est pratiquement des jurisprudences antinomiques par rapport à cette notion. Je reviens aux conditions de la sauvegarde. Le but de la sauvegarde, c'est de faire face aux difficultés insurmontables. Donc, ce sont des difficultés que l'entreprise n'est pas en mesure de surmonter et qui pourraient entraîner dans un proche délai la cessation de paiement. Alors, le chef d'entreprise, à ce moment-là, saisit le tribunal d'une requête aux fins d'ouverture de la procédure de sauvegarde. La demande doit préciser la nature des difficultés qui menacent la continuation de l'entreprise, à laquelle il doit y joindre toute une série de pièces énumérées par le Code de commerce, ainsi qu'un projet de plan de sauvegarde. Donc là, il est tenu de dresser tout de même un inventaire du patrimoine, des garanties qui le grèvent. C'est un inventaire qui sera mis à la disposition du juge commissaire et du syndic, accompagné d'une liste visée par le chef d'entreprise, mentionnant les biens susceptibles d'être revendiqués par un tiers. Ici aussi, comme pour la procédure de conciliation, le tribunal peut demander une expertise pour vérifier la situation financière de l'entreprise.
Le tribunal doit statuer dans un délai de 15 jours à compter de l'audition du chef d'entreprise. Donc, pour rappel, le jugement qui est pris par le tribunal désigne le juge commissaire, l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire. Donc, ce mécanisme de sauvegarde, pour rappel, fait intervenir 3 personnes nommées par le tribunal, qui sont le juge commissaire qui doit veiller au déroulement de la procédure et à la protection des intérêts en présence, l'administrateur judiciaire qui est chargé de surveiller l'exploitation et d'assister le chef d'entreprise, et le mandataire judiciaire qui est dévolu à la représentation des créanciers. Donc, le jugement est notifié dans le délai de 8 jours au chef d'entreprise. Cette procédure a comme spécificité de mettre la société à l'abri pendant une durée de 5 années, temps durant lequel d'ailleurs elle peut se redéployer. Et ces avantages sont les suivants. Le chef d'entreprise demeure l'unique chef d'entreprise. Il est épargné, il conserve ses pouvoirs de gestion, il est épargné des sanctions individuelles, par exemple de banqueroute. Seuls les actes de disposition et d'exécution du plan de sauvegarde du chef d'entreprise sont soumis au contrôle du syndic, qui en adresse un rapport au juge commissaire. Les opérations de gestion restent l'unique prérogative du chef d'entreprise. Ici, le passif est gelé, donc il y a interdiction de paiement des dettes antérieures. Il y a arrêt et interdiction des poursuites de l'entreprise et des cautions. Il y a suspension des échéances des dettes. Il y a obligation pour tous les créanciers de déclarer leurs créances. D'ailleurs, les créances non déclarées sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan de sauvegarde et à son issue si le plan est exécuté. Et il y a arrêt du cours des intérêts. Les inconvénients de cette procédure sont l'absence de confidentialité, comme c'est le cas pour le mandat ad hoc et pour la conciliation dans le cas où elle n'est pas. Et bien sûr, la conversion en redressement si cessation des paiements, qui d'ailleurs ne peut être ordonnée que par le président du tribunal, comme nous le rappelle la jurisprudence en date du 11 février 2020, assez récente, donc du tribunal de commerce d'Agadir, donc qui précise et qui rappelle que seul le juge peut décider la conversion de la sauvegarde en redressement ou en liquidation. Alors, à ce moment-là, on a 2 voies possibles, encore une fois, comme je l'ai précisé, pour le mandat ad hoc et pour la conciliation. Soit le plan de sauvegarde est mis en place pour une durée de 5 ans, soit le plan de sauvegarde n'est pas respecté, il sera résolu d'office par le tribunal ou à la demande d'un créancier. Donc, il y aura une résolution de ce plan de sauvegarde. Bien sûr, après avoir entendu en audition le chef d'entreprise. Et à ce moment-là, on ira, le président du tribunal décidera l'ouverture de la procédure de redressement ou de la procédure de liquidation. Je regarde les questions. Donc là, on a terminé pour toute la partie présentation de la procédure du mandat ad hoc, de la procédure de la conciliation et de la procédure de sauvegarde en mettant en exergue donc les avantages de ces procédures, les inconvénients de ces procédures aussi. Et ce sont des modalités préventives de sortie de crise à l'exclusion des procédures de redressement et de liquidation qui sont des procédures collectives de traitement des difficultés des entreprises. Voilà, la conférence touche à sa fin. Donc, est-ce que éventuellement il y aurait d'autres questions?
Je suis en Alors, train de Maître lire les questions. Berada, nous avons une question par rapport à la procédure de mandat ad hoc. La question, c'est est-ce qu'elle peut Oui. être donc déclenchée directement par le chef d'entreprise, indépendamment de l'alerte interne et externe, et donc sans une saisie d'office par le juge? Oui, elle peut être, bien sûr, sont une possibilité. Mhm. J'ai un problème de. Maître Berada? Allô? Allô? Oui, Madame Berada, on vous entend. Un problème de connexion? Oui. Oui. Alors, je vois une question sur les cautions solidaires de l'entreprise, une question de Majda Genkel. Non, c'est la même chose pour les cautions solidaires. L'action à leur rencontre, c'est une excellente question. Une à leur rencontre ne peut pas être envisagée. Il y a une suspension pour les cautions également, qu'elles soient solidaires ou pas. Donc, il y a une suspension des procédures de sauvegarde. Alors, nous avons une autre question. Alors, quels sont les indicateurs, sachant que ce sont les circonstances actuelles qui sont derrière les difficultés et surtout de trésorerie? Le taux d'endettement est un peu élevé et nature à ne pas encourager la recherche de fonds externes et que le business en soi, est viable. Donc, quels sont ces indicateurs-là? Ce sont tous les indicateurs qui démontrent une difficulté financière. Tous les indicateurs, par exemple, le débiteur devra montrer que le financement nécessaire, qui peut revêtir toute forme juridique, à savoir le découvert bancaire, le prêt à moyen ou long terme, le prêt participatif, les emprunts obligataires, les engagements par signature, dépassent les capacités de remboursement de l'entreprise. Donc, il y a une balance entre les capacités de remboursement, une balance déséquilibrée d'ailleurs entre les capacités de remboursement et les possibilités de financement. D'accord. J'ai vu une question sur de l'Arbi Abed. Y a-t-il une différence entre les difficultés qui justifient l'une ou l'autre procédure, mandat ad hoc, conciliation et sauvegarde? Oui, les difficultés sont de plus en plus importantes. Donc, il y a une différence graduelle de difficultés. Pour le mandat, ce sont des faits de nature à compromettre la continuité de l'entreprise. Et là, il vaut mieux conseiller le chef d'entreprise d'agir en amont, donc avant que les difficultés deviennent plus sérieuses. Pour la conciliation, les difficultés sont avérées ou prévisibles. Et pour la sauvegarde, ce sont des difficultés insurmontables. Pour la sauvegarde, on est très très proche de l'état de cessation des paiements. On n'y est pas, mais on est très proche tout de même. Majda, pouvons-nous avoir les références de la décision du tribunal de commerce de Agadir? Oui, elles sont là. Alors, dans les slides, voilà. C'est. Alors, c'est une décision numéro 13, dossier 112/8319/19 du 11 février 2020.
décision numéro 13, dossier 112/8319/19. Donc, pour la question de l'Arbi, donc là, je viens de passer sur le slide avec un tableau comparatif des difficultés rencontrées dans les procédures dont on a parlé aujourd'hui. Donc, si ça peut rendre service. Je suis en train de lire les questions pour voir quelles sont les questions auxquelles. J'en vois une. Est-ce que vous pourriez spécificité de la procédure de sauvegarde, vu qu'il s'agit d'une nouvelle procédure instaurée par la loi 73-17? Oui. Donc, les spécificités de la procédure, les avantages ou les conditions pour la mettre en œuvre? Peut-être les deux. D'accord. Alors, les conditions de la procédure de sauvegarde, c'est ne pas être en état de cessation des paiements et c'est le cas aussi où la société fait face à des difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter et qui pourraient entraîner dans un proche délai la cessation de paiement. Les avantages de cette procédure sont le gel du passif, l'interdiction et l'arrêt des poursuites de l'entreprise et des cautions, la suspension des échéances des dettes, l'obligation de déclaration des créances et l'arrêt du cours des intérêts. Et c'est le slide, voilà, c'est ce slide-là, la société, voilà. Celui-ci. Alors voilà. peut-être perdu la connexion avec Salma, donc je vais prendre le relais. Il y avait une question sur l'accès aux documents de la compréhension, accès aux documents de la procédure. De quelle procédure? De sauvegarde? Oui. Oui, la procédure de sauvegarde, elle n'est pas confidentielle, donc il y a accès, elle est publique. La procédure de sauvegarde est publique, contrairement aux procédures du mandat ad hoc et de la conciliation. Très bien. Alors, on va peut-être prendre une dernière question, puisqu'on va bientôt arriver au terme du webinaire, du temps qui nous est imparti. Alors, de l'Arbi Abad, pensez-vous que les tribunaux marocains vont ouvrir la procédure de sauvegarde et donc la suspension de poursuite pour simple difficulté, alors que pour la cessation de paiement, beaucoup continuent à exiger de tenir compte de l'actif en général et non pas seulement de l'actif disponible? Nous alors nous avons perdu Maître Berada. On va attendre qu'elle se reconnecte. N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous le souhaitez. Il nous reste 2 minutes, donc je vous invite à peut-être rédiger quelques dernières questions que je pourrais poser à Maître Berada dès qu'elle sera reconnectée. Voilà, Maître Berada, on avait perdu la connexion avec vous. Vous nous entendez? Oui, j'ai un petit... Oui, je vous entends. Voilà, donc est-ce que vous voulez que je vous repose Allô? la dernière question? Oui, on vous entend. Oui. Oui, alors c'était une question de l'Arbi Abad. Pensez-vous que les tribunaux marocains vont ouvrir la procédure de sauvegarde et donc la suspension des poursuites pour simple difficulté, alors que pour la cessation des paiements, beaucoup continuent à exiger de tenir compte de l'actif en général et non pas seulement de l'actif disponible? Non, pour ouvrir une procédure de sauvegarde, il faudra déjà saisir le juge et puis il faudrait surtout que soit apprécié le caractère insurmontable des difficultés que connaît l'entreprise. Donc de simples difficultés ne suffiront pas pour ouvrir une procédure de sauvegarde pour la saisine du président du tribunal pour ce genre de procédure. Faudra vraiment justifier par des documents comptables et financiers du caractère insurmontable des difficultés. Souvent, c'est le cas où une société est extrêmement proche de l'état de cessation de paiement. Donc, ce sont des difficultés insurmontables qui vont provoquer incessamment sous peu son état de cessation des paiements.
Alors, la procédure de sauvegarde est une procédure assez nouvelle. Elle a été introduite en 2019, il me semble, dans le code de commerce marocain. Donc, nous n'avons pas encore exactement toute la position des tribunaux par rapport à cette procédure. Je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises à la réouverture des tribunaux parce que cette situation est complètement inédite. Donc, nous allons voir la position des tribunaux par rapport à plusieurs questions, notamment de celle de recevoir les procédures préventives dont on a parlé. Et est-ce que cette procédure de sauvegarde peut avoir un rôle dans la préservation de l'emploi au sein d'une entreprise qui connaîtrait des difficultés? Bien sûr. Elle, justement, un de ses objectifs principaux est la sauvegarde de l'emploi, le maintien de l'emploi au sein des structures qui sont concernées. Effectivement, oui. On a une question qui est un peu plus personnelle. Avez-vous, Maître Berada, déjà représenté une société dans une procédure de redressement ou de liquidation ou un créancier? Oui. Oui, ça a déjà été le cas. Bon, alors je vais prendre deux dernières questions. On revient sur le mandat ad hoc. Quels sont les avantages du mandat ad hoc et à quelle étape faut-il prévoir cette possibilité, ce mandat ad hoc? Le mandat ad hoc, c'est une procédure très souple. Très peu formelle. Donc, dès qu'apparaissent des faits de nature à compromettre l'exploitation de l'entreprise, on peut d'ores et déjà passer au mandat ad hoc. Et son avantage, c'est que c'est une procédure qui est confidentielle. Son avantage, c'est que c'est une procédure les experts, c'est-à-dire les mandataires, sont des experts qui ont l'habitude ce sont des experts économiques et financiers qui ont l'habitude de ce genre de redresser les entreprises. Donc, ils ont toute l'expérience pour mener à bien cette mission. Et ce sont des personnes qui sont tenues aussi au secret professionnel. Donc, c'est une procédure qui est assez souple. Elle n'est pas encadrée par un délai, comme c'est le cas de la conciliation. Il n'y a pas de délai pour encadrer la mission du mandataire. Et surtout, elle permet d'intervenir en amont, donc avant d'avoir des difficultés plus sérieuses. Très bien. Une dernière question, donc, est-il possible pour le locataire d'un local commercial de bénéficier de la suspension des loyers durant une procédure de sauvegarde? Durant une procédure ? Alors, la suspension des loyers, est-ce que c'est un bail commercial qui a subi la fermeture par une autorité, par les autorités gouvernementales? Prenons cet exemple. Parce que la suspension peut avoir lieu déjà. Parce que la suspension peut déjà avoir lieu par la force majeure. On attend quand même la confirmation des tribunaux par rapport à ce point, mais la suspension des loyers qui sont subis par le fait d'une décision publique, donc d'une décision gouvernementale, peuvent vraisemblablement se défendre sur déjà le cas de la force majeure. Très bien. On irait plus sur le volet de la force majeure que sur le volet de la sauvegarde, parce que pour introduire une procédure de sauvegarde, la seule appréciation du contrat de bail et des loyers afférents ne suffirait pas. D'accord. Écoutez, Maître Berada, merci beaucoup pour toutes ces explications. Très clair. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant de conclure? Oui, je voudrais conclure donc en disant que il est nécessaire d'établir une cartographie financière préalable aux discussions des modalités de sortie de crise et de conseiller les clients, les chefs d'entreprise qu'il est possible de déclencher des procédures préventives externes prévues donc par la législation applicable et ces entreprises, pour moi, averties, auront de meilleures chances de rebondir après cette crise sans précédent. Merci Maître Berada d'être intervenu sur ce sujet. Je tiens à informer les participants que ce webinaire sera disponible en replay. Donc, les gens pourront réécouter les réponses que vous avez apportées. Votre présentation aussi, si vous êtes d'accord, sera disponible sur notre site d'information en ligne c19lexismena.com.
En tout cas, merci Oui. Maître Berada encore une fois d'avoir accepté de prendre un peu de votre temps pour faire le point sur le droit des entreprises en difficulté dans ce contexte particulier. Je vous donne rendez-vous à tous dès demain pour un autre webinaire qui sera consacré au rôle de l'arbitrage et des contentieux commerciaux. On fera le point sur les contentieux commerciaux donc à la sortie de crise avec Nesrine Roudan. Donc demain, ce sera à la même heure, à 11 heures. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur le site de connexion c19lexismena.com. Voilà, donc merci Maître Berada et je souhaite à tous les participants et à vous tous une excellente journée.